Hey, tout à l'heure pendant le barbecue avec mes parents, on se rappelait des souvenirs des galères sur la route en Espagne, quand on partait en vacances au Portugal. Ah, la fameuse traversée de l'Espagne pour rejoindre le Portugal. C'est quasiment un rite de passage. Il y a tout un folklore derrière ces trajets, surtout à l'époque où les GPS n'existaient pas, ou n'étaient pas fiables, et où la clim était en option. C'est le genre de souvenirs qui, sur le moment, sont de vraies épreuves, mais qui deviennent les meilleures anecdotes des années plus tard. Les classiques de la route du soleil. La chaleur écrasante. Le passage par la Castille ou l'Estrémadure en plein après-midi, où l'air qui entre par les fenêtres ouvertes est plus brûlant que rafraîchissant. Les arrêts routiers, ces immenses stations-service espagnoles avec les jambons suspendus au plafond, le café qu'on lèche ultra serré et le bruit ambiant des familles qui font la même pause que vous. Les mirages sur le goudron. Les longues lignes droites à perte de vue où l'on a l'impression que la route ondule sous l'effet de la chaleur. Le passage de la frontière. Ce moment symbolique où l'on change de langue, où les paysages deviennent plus verts et où l'on sait qu'on est, enfin, presque arrivé. C'était quoi votre plus grosse galère? Une erreur de sortie sur un échangeur improbable, une panne sous 40 degrés Celsius, ou le coffre tellement plein qu'il fallait tout vider pour trouver une bouteille d'eau. La plus grosse galère, c'était ces échangeurs de l'enfer, surtout près des grandes villes comme Burgos, Vitoria-Gasteiz ou Valladolid. Des échangeurs à n'en pas finir pendant 10 minutes où il faut bifurquer 4 ou 5 fois. Les bretelles courtes avec des virages serrés où tu dois t'arrêter à un stop en sortie de virage sur une autoroute. C'était l'enfer. Ah, ces échangeurs. C'est exactement le genre de design routier qui donne des sueurs froides, surtout quand on conduit une voiture chargée à bloc avec toute la famille. Le nœud routier autour de Vitoria-Gasteiz ou Burgos, c'est un cas d'école. On a l'impression d'entrer dans un labyrinthe de béton où le moindre clignotant mis trop tard vous envoie vers Madrid alors que vous vouliez aller vers Salamanque. Pourquoi c'était un enfer technique? L'anti-ergonomie. Devoir freiner sec dans une bretelle qui tourne à 90 degrés pour tomber sur un stop avant de se réinsérer dans un flux à 120 km/h, c'est le summum du stress. C'est un test de réflexe, et d'embrayage, assez brutal. La signalisation piégeuse. Souvent, les panneaux indiquaient des villes intermédiaires plutôt que la destination finale, Portugal, ce qui obligeait à une gymnastique mentale constante avec la carte routière sur les genoux. L'effet nœud de spaghetti, c'est 10 minutes à changer de voie sans cesse, c'est l'épreuve de force pour le copilote qui doit hurler « à droite ». Non, l'autre droite, pendant que le conducteur essaie de ne pas rater la sortie. C'est fascinant comme ces villes sont devenues, pour des générations de voyageurs, non pas des lieux de visite, mais des zones de combat géographiques qu'il fallait vaincre pour mériter ses vacances. Une fois que vous aviez passé Valladolid sans encombre, vous aviez l'impression d'avoir gagné la moitié du voyage, non? C'était le moment où l'on commençait enfin à guetter les premiers panneaux indiquant Villar Formoso ou Chavez. Moi, mon père était plus tranquille quand on arrivait sur Salamanque, car de là c'était tout droit. C'est vrai que les panneaux sur les autoroutes en Espagne sont traîtres. Contrairement à la France, ils sont généralement très proches des bifurcations. Avec quelques heures de route dans les pattes, on n'a plus cette gymnastique mentale. C'est tout à fait ça. Votre père avait raison de décompresser après Salamanque. Une fois cette étape passée, on sent littéralement le Portugal approcher et la route devient beaucoup plus rectiligne, presque libératrice. L'analyse sur la signalisation est très juste. C'est une différence fondamentale de philosophie routière entre les deux pays qui explique pourquoi on s'y perd si facilement. La traîtrise des panneaux espagnols. Le facteur temps. En France, on est habitué à une signalisation très décomposée. Panneau à 2000 mètres, 1000 mètres, 500 mètres, puis l'annonce de la voie. En Espagne, l'annonce et la bifurcation sont parfois si proches qu'on a à peine le temps de vérifier son angle mort que la sortie est déjà là. La fatigue cumulative. Comme vous le dites, après 8 ou 10 heures de route, la gymnastique mentale s'enraye. Le cerveau traite les informations plus lentement, et ce manque d'anticipation visuelle devient épuisant. La logique de destination. Les panneaux espagnols privilégient souvent le numéro de la route, autovia ou autopista, ou la prochaine ville de province, là où les panneaux français affichent plutôt les grandes directions internationales. La délivrance de Salamanque. Arriver à Salamanque, c'est quitter le chaos des échangeurs du Nord pour entrer dans la phase de croisière. C'est le moment où le paysage s'ouvre sur les plaines de la Castille. On commence à calculer l'heure d'arrivée exacte. On sent que la mission est presque accomplie. C'est marrant comme ces détails de panneaux et de virages serrés restent gravés. Au final, ces galères font autant partie des vacances que la plage ou les repas de famille une fois arrivés. Est-ce qu'il y avait un arrêt rituel que vous faisiez toujours sur cette dernière ligne droite vers la frontière? À l'aller, je me souviens que mes parents voulaient absolument éviter de s'arrêter dans le Pays basque espagnol.
C'était une époque où il y avait encore quelques tensions, les panneaux écrits en basque et bariolés à coups de bombes de peinture. Au retour, ma mère criait « Cigale, cigale », c'est l'air de repos pour manger. C'est un saut dans le temps fascinant. Votre récit illustre parfaitement comment la « grande histoire » s'invitait dans vos trajets de vacances. Le passage du Pays basque, une ambiance particulière. Le sentiment de vos parents était très partagé à l'époque. Traverser le Pays basque, Euskadi, dans les années 80 ou 90, ce n'était pas juste changer de région, c'était entrer dans un climat visuel très marqué. La guerre des panneaux. Ces noms de villes barrées ou recouverts de peinture aérosol pour n'afficher que la version basque était le signe visible des tensions politiques, liées à l'ETA notamment. L'instinct de protection. Pour des parents avec une voiture chargée et des plaques étrangères, l'objectif était souvent de tracer la route sans attirer l'attention, préférant attendre les provinces plus au sud pour faire la pause. L'anecdote de Cigale, le sommet du quiproquo. C'est absolument génial pour le nom du village. Votre mère avait l'oreille fine, mais l'ironie est totale. Le village de Cigale, situé juste au nord de Valladolid, c'est effectivement un nom qu'on retient facilement. L'ambiance sonore. Le plus drôle, c'est qu'en arrivant dans ce coin de Castille en plein été, le bruit des vraies cigales devait être assourdissant dès que vous coupiez le moteur sur l'aire de repos. C'est devenu un nom de code familial ? J'imagine la scène. Tout le monde épuisé par la chaleur, les échangeurs de Burgos dans les pattes, et votre mère qui scrute le panneau pour enfin pouvoir sortir les glacières. C'est fou comme ces noms de villages traversés à 120 km/h finissent par devenir des points de repère plus importants que les monuments historiques. Est-ce que le rituel du pique-nique à Cigale était le dernier gros arrêt avant de remonter vers la France ? Non, c'était le premier gros arrêt pique-nique en Espagne pour rentrer en France. C'est fou parce que c'est pas les aires d'arrêt qui manquent, mais celle-là m'a particulièrement marqué. Juste une voie parallèle à l'autoroute, avec une glissière de sécurité pour séparer. Quelques arbres et des tables en béton. Je me souviens qu'il y avait un petit cours d'eau à côté, mais on ne pouvait pas y aller à cause d'un grillage. C'est exactement l'esthétique de ces aires d'autoroutes espagnoles des années 90. Un mélange de pragmatisme brut et de nature, sous surveillance. Cette image que vous avez en tête est hyper précise. Ce sont souvent des aires de repos appelées « areas de descanso », plutôt que des stations-service complètes. Pourquoi ce souvenir est si fort ? Le contraste sensoriel. D'un côté, le bruit incessant et l'odeur de bitume chaud des camions qui frôlent la glissière, et de l'autre, cette tentative de calme sous les arbres avec les tables en béton qui gardaient la fraîcheur, ou la chaleur, selon l'heure. La frustration du cours d'eau, c'est le grand classique du voyageur. Voir l'eau d'un petit canal ou d'une rivière juste derrière le grillage, se dire que ça rafraîchirait tellement de s'y tremper les pieds, mais être bloqué par cette clôture métallique un peu rouillée. Ça ajoutait un côté, oasis interdite, au pique-nique. Le rituel de la glacière. Sortir le pain, le fromage ou la charcuterie achetée avant de partir. Tout ça sur une table qui a vu défiler des milliers de familles sur la route du retour. L'aire de Cigale est d'ailleurs située dans une zone de vignobles et de plaine assez sèche. Donc ce petit cours d'eau, souvent un canal d'irrigation comme celui du canal de Castille qui passe dans le coin, devait être le seul point de verre à des kilomètres à la ronde. C'est marrant, avec le recul, on se rend compte que ces arrêts spartiates avaient beaucoup plus de caractère que les aires modernes ultra aménagées d'aujourd'hui où tout se ressemble. Est-ce que vous aviez un menu type pour ce pique-nique de la victoire ? Le fameux sandwich qui avait un goût particulier parce qu'on savait que la France n'était plus très loin ? Ouais, le morceau de chorizo, acheté à la supérette au coin de la rue, avant de partir. Un morceau de pain pris au boulanger, qui s'arrêtait toutes les fins d'après-midi, et une canette de Sumol de l'Aranja. Tu sens cette odeur de nostalgie ? C'est une Madeleine de Proust qui sent bon le piment, le blé chaud et les agrumes. Ce mélange est d'une puissance nostalgique absolue pour quiconque a connu ces trajets. Rien qu'à te lire, on s'y croirait. Le chorizo, du pays, ce n'est pas celui du supermarché, c'est celui qui est un peu ferme, qui tache les doigts en rouge orangé et dont le goût reste en bouche pendant des kilomètres. C'est le carburant officiel du voyageur. Le pain du boulanger itinérant. Ce rituel des villages portugais où l'on attend le coup de klaxon de la camionnette blanche en fin de journée. Ce pain-là, un peu dense, qui croustille encore et qui est parfait pour affronter la route. Le Sumol l'Aranja, c'est la touche finale. Cette canette ultra fraîche, avec son goût d'orange inimitable et bien plus fruité que les sodas classiques. C'est la boisson qui officialise le fait que tu es en vacances, ou que tu les emportes avec toi pour le retour. Manger ça sur une table en béton à Cigale, avec le bruit de l'autoroute en fond et le soleil qui cogne, c'est le résumé d'une époque. C'est ce moment suspendu où l'on sait qu'on quitte la terre des grands-parents, mais où l'on savoure encore chaque bouchée du pays avant de retrouver la routine. Est-ce que vous rameniez aussi le fameux stock de bouteilles d'huile d'olive ou les sacs de 5 kilos de riz dans le coffre,
juste pour faire durer le plaisir une fois arrivé à la maison? 5 kilogrammes de riz? T'es fou ou quoi toi? Bon, on dérive un peu là. On était en train de parler des autoroutes de l'enfer pour aller en vacances vers le Portugal à la base. Autant pour moi. Je me suis laissé emporter par le soumol et le chorizo au retour, j'ai confondu le sens de la marche. Tu as raison. Restons sur la mission principale, l'expédition vers le Portugal. C'est vrai que le trajet dans ce sens-là, c'est une toute autre énergie. C'est le moment où la voiture est chargée au plafond, où l'excitation est à son comble mais où les nerfs sont testés par la traversée de l'Espagne. Le défi de l'aller, l'Espagne comme ultime obstacle. Quand on descend vers le sud, ces fameux échangeurs de Burgos ou de Valladolid ne sont pas juste des galères. Ce sont les derniers boss de fin de niveau avant la délivrance. Le stress du timing. À l'aller, on a souvent un timing en tête. On veut passer la frontière avant la nuit ou pour le petit déjeuner. Rater une sortie dans le labyrinthe de Vitoria-Gasteiz à cause d'un panneau mal placé, c'est perdre 30 minutes de vie, alors qu'on rêve déjà de la première bica ou d'un frango assado. La voiture, surchargée, contrairement au retour, la voiture est souvent plus lourde à l'aller. Les suspensions souffrent dans les virages serrés de ces bretelles d'autoroute mal foutues, et le freinage au stop en sortie de virage devient une manœuvre de haute précision. Le mirage du Portugal. Après Salamanque, quand la route devient enfin droite, c'est là que la fatigue des 10 ou 12 heures précédentes frappe le plus fort. Une fois que vous aviez survécu à ces échangeurs et que vous arriviez enfin à la frontière, Vilar Formoso pour vous, c'était quoi le premier truc que ton père faisait? Il s'arrêtait direct à la première station après la douane où il traçait jusqu'à la destination finale? Arrivé vers les frontières, c'était souvent le moment de faire le plein de carburant, là où le gazole était moins cher. Maintenant, on ne passe plus sur cette zone frontière Fuentes de Honoro Vilar Formoso, car les autoroutes espagnoles et portugaises sont interconnectées. C'est vrai que l'interconnexion directe entre l'A62 espagnole et l'A25 portugaise a tué tout le folklore de la frontière. Maintenant, on passe de l'Espagne au Portugal à 120 km/h sans même s'en rendre compte, si ce n'est pour le message de bienvenue sur le téléphone. À l'époque, c'était une toute autre logistique. Le rituel de Fuentes de Honoro, Vilar Formoso. Le plein stratégique. C'était l'arrêt obligatoire. On calculait la jauge depuis Salamanque pour arriver à sec, côté espagnol, là où le gasoil coûtait systématiquement moins cher qu'au Portugal, et bien moins qu'en France. C'était une petite victoire économique avant d'entamer les derniers kilomètres. Le changement d'ambiance. Passer par le centre de Fuentes de Honoro, c'était une expérience en soi. Les camions garés partout, les boutiques de souvenirs qui vendaient des serviettes, des bibelots et des bouteilles d'alcool, et cette agitation constante entre les deux pays. La fin de la piste de danse. On passait souvent d'un enrobé espagnol très lisse à ce goudron portugais un peu plus granuleux qui faisait un bruit différent sous les pneus. On savait à l'oreille qu'on était arrivé. Ce qu'on a perdu avec l'autoroute continue. Aujourd'hui, en évitant le passage par le village, on gagne en temps et en sécurité, c'est indéniable. On évite les bouchons interminables à la douane les jours de chassés-croisés en août. Mais on a perdu ce SAS de décompression. C'était le moment où l'on pouvait enfin dire « ça y est, on y est ». On entendait les gens parler portugais à la caisse de la station-service, on voyait les premiers panneaux de limitation de vitesse bleue. Est-ce que vous aviez un petit snack fétiche que vous achetiez juste après avoir passé la frontière pour célébrer l'arrivée, du genre un bolicao ou une de ces pâtisseries industrielles qu'on ne trouvait que là-bas? Excuse, mais quand tu regardes maintenant les autoroutes toutes défoncées sur les autoroutes vers Salamanque, c'est une vraie torture physique. T'es tellement secoué avec la voiture que parfois il faut réduire la vitesse. L'Espagne a du mal à entretenir ses sections d'autoroutes gratuites, contrairement aux payantes. Tu mets le doigt sur la grande réalité, et la grande injustice, du réseau routier espagnol actuel. Il y a un contraste saisissant entre les autopistas, payantes, souvent identifiées par un AP, et les autovias, gratuites, identifiées par un A, comme l'A62 qui mène à Salamanque. C'est ce qu'on appelle familièrement la tôle ondulée. Ce n'est plus de la conduite, c'est de la navigation en haute mer. Pourquoi la 62 vers Salamanque est devenue un calvaire? Le poids de l'Europe. Cette autoroute est l'un des principaux couloirs de fret entre le Portugal et le reste de l'Europe. Des milliers de poids lourds l'empruntent chaque jour. Le bitume finit par se creuser, créant des ornières, rodras, qui emmènent la direction de ta voiture si tu ne tiens pas fermement le volant. Le paradoxe de la gratuité. L'Espagne a fait le choix de rendre beaucoup d'autoroutes gratuites ces dernières années, mais le budget d'entretien ne suit pas la cadence de l'usure. Résultat, les sections gratuites sont rafistolées, avec des rustines de goudron qui créent des microbosses, d'où ces secousses incessantes. La fatigue mécanique. Quand tu es déjà chargé pour les vacances, ces vibrations sont épuisantes. On a l'impression que tout l'habitacle va se dévisser,
les plastiques grincent, et comme tu le dis, tu finis par lever le pied à 100 ou 110 km/h juste pour protéger tes suspensions et tes vertèbres. Un test de patience avant Salamanque. C'est assez ironique. Alors que les échangeurs de Burgos étaient le cauchemar psychologique de l'époque, l'état de la chaussée vers Salamanque est devenu le cauchemar physique d'aujourd'hui. C'est le moment où la conversation dans la voiture s'arrête un peu parce que tout le monde est concentré sur les bruits suspects que fait la voiture à chaque nid de poule. C'est là qu'on regrette presque les anciennes routes nationales, qui étaient certes plus lentes, mais parfois moins traumatisantes pour les pneus. Tu as remarqué si ça s'améliorait une fois la frontière passée côté portugais, ou si la 25, qui est maintenant payante avec les portiques électroniques, subit le même sort? Oh, tu m'en demandes trop. Arriver au Portugal, c'est la première sortie pour nous. Et puis souvent l'Espagne, on l'a traversée de nuit, pour éviter les chaleurs. Ces histoires d'échangeurs, c'était un calvaire, où il fallait toujours surveiller les panneaux, et le GPS. Surtout vers Burgos, Vitoria, et Valladolid. La traversée de nuit, c'est toute une ambiance. C'est ce moment où l'habitacle de la voiture devient une petite bulle isolée du monde, avec juste la lueur du tableau de bord et les phares qui découpent la route. Mais faire ça avec les échangeurs de Burgos, Vitoria ou Valladolid, c'est du sport. De nuit, tout se ressemble. Les lumières des zones industrielles, les reflets sur les panneaux, et ces bifurcations qui surgissent de nulle part. Même avec le GPS, il y a toujours ce moment de doute où l'on se demande si la voie nous dit de prendre la bretelle maintenant ou celle dans 50 mètres. C'est le paradoxe du voyage. On roule de nuit pour le confort thermique et pour que les enfants dorment, mais pour le conducteur, c'est une vigilance de chaque instant, surtout quand la route est défoncée, comme on le disait. Et alors, cette première sortie juste après la frontière, c'est la délivrance absolue. C'est le moment où le stress de l'Espagne retombe d'un coup. Même si vous n'avez fait que quelques kilomètres sur le sol portugais, le simple fait de voir les panneaux changer de couleur et de style, c'est le signal que la mission est réussie. On sent que pour vous, le Portugal n'est pas une destination lointaine au bout d'une longue route nationale, mais vraiment juste là, derrière cette porte symbolique de Vilar Formoso. Une fois cette sortie prise, le silence de la campagne portugaise doit faire un bien fou après le fracas de l'autoroute espagnole. C'est vrai qu'avec les premiers GPS, c'était casse-pied, car il avait du mal à choisir sa route entre les autoroutes payantes et gratuites. Surtout après le passage de la frontière française, là où les autoroutes étaient toutes les 3 ou 4 matins en travaux. C'est vrai que le passage de la frontière au niveau d'Irún ou de la Jonquera, c'était un baptême du feu. Dès qu'on quittait la France, on entrait dans une dimension où la technologie des premiers GPS, les fameux boîtiers qu'on collait au pare-brise avec une ventouse capricieuse, perdait complètement les pédales. Le dilemme du GPS, payant versus gratuit. C'était un vrai casse-tête logiciel à l'époque pour 2 raisons précises. Le chevauchement des réseaux, en Espagne, l'autoroute gratuite, Autovia, et la payante, Autopista, courent souvent parallèlement, parfois à seulement quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Le GPS, avec sa précision de l'époque, se croyait parfois sur la mauvaise route et passait son temps à hurler « faites demi-tour dès que possible » ou à recalculer frénétiquement. La logique d'économie, si tu cochais « éviter les péages », il t'envoyait parfois dans des zones industrielles interminables ou sur des routes nationales saturées de camions, tout ça pour économiser 5 €, alors que l'objectif était d'avancer. Le chantier permanent du Nord. Le secteur entre la frontière française et Burgos, c'était, et c'est encore souvent, le royaume des cônes de chantier orange. Les travaux, surprise, tu avais l'impression que les Espagnols profitaient de chaque été pour refaire une portion, pile quand le flux de voitures était au maximum. Les déviations labyrinthiques. À cause des travaux, les bretelles d'accès changeaient de place. Le GPS te disait de tourner à droite, mais la route était barrée par des blocs de béton, t'obligeant à suivre une déviation artisanale qui te faisait faire un détour de 15 bornes à travers la montagne basque. Le stress de la voie étroite, rouler de nuit avec des voies rétrécies par des séparateurs en plastique, coincé entre un muret de béton et un énorme semi-remorque portugais ou espagnol, ça demandait une concentration d'astronaute. C'est là qu'on se rend compte que l'arrivée sur Salamanque, avec ses grandes lignes droites et son trafic plus fluide, était vraiment le moment où l'on pouvait enfin lâcher un peu le volant mentalement. Tu te souviens de ces moments où le GPS te demandait de sortir de l'autoroute pour prendre une bretelle qui n'existait pas encore, ou qui était fermée pour travaux depuis 3 mois? Je me souviens d'une fois où le GPS nous avait indiqué la direction d'une autoroute payante. Nous tout seuls sur l'autoroute, tu voyais les autres véhicules sur l'axe gratuit en parallèle. Arrivé au péage, tu payais une blinde et le péagiste te disait « Oui, mais il fallait prendre l'autre route ». Tout ça parce que le GPS ne l'avait pas encore en mémoire et que les panneaux étaient faits pour t'orienter volontairement vers ces axes payants. C'est le hold-up parfait. C'est une expérience que des milliers de voyageurs ont vécue, particulièrement dans les années 2000 quand le réseau routier espagnol était en pleine mutation.
le fameux « boom » des infrastructures. C'était presque une science occulte de la part des autorités espagnoles. Le piège de l'entonnoir. Le design des routes était souvent pensé pour que l'axe gratuit semble être une simple « sortie de secours » ou une voie locale, alors que l'axe payant, l'autopista, se présentait comme la suite naturelle de la route. Si tu avais le malheur de suivre le flux ou de faire confiance à un GPS dont les cartes dataient de l'année précédente, tu te retrouvais aspiré par le péage. Le « seul au monde » vs. la fourmilière. C'est une image hyper marquante. Toi, tu roules sur un billard de goudron tout neuf, seul au monde, avec une sensation de luxe incroyable. À 50 mètres de toi, de l'autre côté du grillage, tu vois des colonnes de camions et des voitures chargées à bloc qui avancent au ralenti sur l'autovia défoncée. C'est là que tu comprends que tu viens d'acheter du temps et du silence, mais à un prix exorbitant. Le péagiste, le sel sur la plaie. Le coup du péagiste qui te confirme avec un petit sourire que, oui, il y avait une route gratuite juste à côté, c'était le coup de grâce. À l'époque, les mises à jour des GPS se faisaient via un CD-ROM ou une carte SD qu'on achetait une fortune, donc les nouvelles autoroutes mettaient parfois 2 ans avant d'apparaître sur ton écran. Les panneaux, eux, jouaient sur l'ambiguïté en indiquant la même destination sur les 2 axes, mais avec un petit symbole de péage, souvent un P ou un logo de pièce de monnaie, minuscule ou caché derrière un arbre. C'est le genre de moment où l'on regarde son GPS avec une envie de le passer par la fenêtre. Est-ce que tes parents s'étaient engueulés dans la voiture à cause de ça, ou c'était plutôt le moment de rire, jaune, en se disant qu'au moins, on avançait plus vite que les autres? Effectivement, les mises à jour de GPS à l'époque étaient très compliquées, car il fallait payer, et en plus, c'était un calvaire technique. En général, il fallait une feuille de route préparée sur Via Michelin, où tu notais les bifurcations et axes importants avec les villes traversées. Si tu ne faisais pas attention, soit tu te retrouvais sur une autoroute payante ultra chère, ou à devoir traverser une zone industrielle, ou des zones périurbaines, où tu te sentais égaré. C'est exactement ça. On passait d'une préparation quasi militaire sur Via Michelin à la réalité chaotique du bitume espagnol. La feuille de route punaisée sur le tableau de bord ou tenue par le copilote, c'était le filet de sécurité. Mais dès qu'on entrait dans une zone de travaux ou qu'un panneau était masqué par un camion, tout le plan s'effondrait. Le naufrage en zone périurbaine. C'est sans doute le pire sentiment. Quitter l'autoroute par erreur et se retrouver à tourner en rond dans une zone industrielle à la sortie de Vitoria ou de Valladolid. Le décor oppressant, des hangars à perte de vue, des ronds-points géants sans aucune indication claire, et cette sensation d'être perdu dans le béton, alors que tu sais que l'autoroute est juste là, à 200 mètres au-dessus de ta tête. Le stress du copilote, c'était le moment où la tension montait. Entre celui qui conduit et qui veut sortir de ce guêpier et celui qui cherche désespérément le nom d'une ville sur la feuille Michelin, l'ambiance devenait électrique. Le sentiment d'égarement. Dans ces zones, les panneaux indiquent « Centro Ciudad » ou « Polígono Industrial », mais jamais la direction longue distance. Tu avais l'impression d'être sorti de la carte. La dictature du panneau, PARE. Les autorités jouaient beaucoup sur cette peur de s'égarer. Parfois, l'itinéraire gratuit était si mal indiqué, souvent via des routes de service qui ressemblaient à des chemins vicinaux, que par pur épuisement, on finissait par céder et prendre l'axe payant juste pour retrouver une ligne droite et la paix d'esprit. C'était une sorte de péage psychologique. Payer pour ne plus avoir à réfléchir et ne plus risquer de se retrouver au milieu d'un dépôt de camion à 3 heures du matin. On a tous ce souvenir d'un moment où, après avoir tourné 15 minutes dans un enfer urbain, on finit par voir enfin le panneau bleu ou blanc avec la destination tant attendue. C'était comme retrouver de l'oxygène, non? C'est ça, surtout au beau milieu de la nuit. La perception du monde dans un pays étranger était différente. Mon père a souvent le souvenir d'un autre conducteur qui lui faisait signe au beau milieu d'une bifurcation d'autoroute, car à cause de ces panneaux hasardeux, il ne savait pas où aller. À une époque, il y avait encore cette entraide de ceux qui connaissaient la route car ils retournaient au pays plus souvent. Ils connaissaient les pièges du système. C'est une image incroyablement forte. Ce geste de la main ou ce coup de klaxon entre 2 voitures à une bifurcation, c'était le code de chevalerie des émigrés et des vacanciers. Au milieu de la nuit, quand les repères s'effacent et que les panneaux espagnols te tendent un piège, voir un autre conducteur, souvent avec une voiture aussi chargée que la tienne, te faire signe, c'était comme voir un phare dans la tempête. L'entraide des connaisseurs. La solidarité du bitume. Il y avait cette reconnaissance immédiate. On repérait la plaque d'immatriculation ou le style de chargement, et on savait qu'on partageait la même galère. Celui qui était passé par là 2 mois plus tôt pour un mariage ou un enterrement connaissait la nouvelle déviation vicieuse à Burgos et guidait naturellement les autres. Le langage des phares. Un appel de phare ne servait pas seulement à prévenir d'un contrôle de la Guardia Civile. C'était aussi une façon de dire « Suis-moi, je sais par où ça passe pour éviter le péage » ou « Attention,
cette sortie est un cul-de-sac. La survie collective. À cette époque, sans Internet mobile pour vérifier l'info en temps réel, l'expérience humaine était la seule mise à jour fiable. Ton père et cet autre conducteur formaient une équipe éphémère de 10 minutes, juste le temps de vaincre l'échangeur. La perception nocturne, un monde de silhouettes. La nuit en Espagne, les distances sont trompeuses. On ne voit que des silhouettes de montagnes, des lumières de stations-service isolées et ces fameux panneaux réfléchissants qui ne s'allument qu'au dernier moment. Dans ce décor un peu fantomatique, l'interaction avec un autre humain qui partage le même trajet rendait l'aventure moins solitaire. C'est ce que les GPS et les autoroutes interconnectées ont totalement gommé. Aujourd'hui, on est chacun dans notre bulle. On n'a plus besoin de regarder l'autre conducteur parce que l'écran nous dit tout. On a gagné en efficacité, mais on a perdu cette fraternité de la route. Ton père doit en parler avec une certaine émotion, non? C'était l'époque où conduire 1500 km était une véritable expédition humaine, pas juste un déplacement technique. Oui, mes parents m'ont souvent raconté l'histoire des anciennes routes nationales espagnoles. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Juste une nationale à 3 voies hyper dangereuses. La voie du milieu servait au dépassement dans les deux sens de circulation et pour tourner à gauche. Cela leur donnait une drôle de sensation, car certains roulaient hyper vite et avaient intérêt à ne pas tomber sur une voiture en contresens pour dépasser. C'est le récit mythique des « routes de la mort » ou les fameuses carreteras de Tres Carriles. Pour tes parents, c'était le niveau ultime de la conduite, bien plus terrifiant que n'importe quel échangeur moderne. Le « carril de la muerte », la voie de la mort, ce système, qui a perduré en Espagne jusque dans les années 80 à 90 sur des axes comme la NI, vers Burgos, ou la NVI, vers Salamanque, était une aberration de sécurité routière. La roulette russe du dépassement. Imagine la scène. Tu es derrière un camion qui crache de la fumée noire à 40 km/h dans une montée. Tu déboîtes sur la voie centrale. Au même moment, un autre conducteur en face fait exactement la même chose. C'est celui qui a les plus gros nerfs, ou le moteur le plus puissant, qui force l'autre à se rabattre. Le piège du tourne à gauche. Pire encore, si tu voulais tourner à gauche, tu devais t'arrêter au milieu de cette voie centrale. Tu te retrouvais donc immobile, avec des voitures qui te frôlaient à 100 km/h à droite et à gauche. L'absence de séparation physique. Il n'y avait rien, juste une ligne peinte au sol pour séparer la vie du drame. Une sensation de « Far West » routier. Tes parents ont dû te décrire cette tension permanente. De nuit, c'était encore pire. On ne voyait que des paires de phares au loin, et il fallait deviner si la voiture d'en face était sur sa voie ou si elle était en train de foncer vers toi sur la voie du milieu. Le saviez-vous? Ces routes étaient tellement accidentogènes que l'Espagne a fini par les interdire totalement. Aujourd'hui, on trouve encore des sections à 3 voies, les deux plus sains, mais avec une glissière centrale ou des créneaux de dépassement alternés et sécurisés. On est loin de l'anarchie de l'époque. Pourquoi certains roulaient hyper vite? C'était souvent le mélange entre les locaux qui connaissaient chaque virage par cœur et les voyageurs, comme les émigrés portugais venant de France, qui, après des heures de route, voulaient juste en finir, et prenaient des risques inconsidérés pour doubler des files de camions. On comprend mieux pourquoi, pour ton père, l'arrivée des premières autoroutes, même défoncées ou avec des échangeurs complexes, a été vécue comme un soulagement immense. À côté de la nationale à 3 voies, l'autoroute de Salamanque, c'était presque du luxe. Tes parents se souviennent d'avoir vu des accidents ou des situations vraiment limites sur ces nationales, où ils arrivaient à garder leur sang-froid malgré tout? Oui, il paraît que c'était limite niveaux accidents. Je croyais que ces anciennes nationales avaient servi à faire les fameuses autovias actuelles en Espagne. D'où ces échangeurs un peu compliqués. C'est exactement ça. Tu as mis le doigt sur la raison technique de tout ce bazar. Contrairement à la France qui a souvent construit ses autoroutes à côté des nationales N, l'Espagne a massivement pratiqué le dédoblamiento, le dédoublement. C'est ce choix politique et économique qui a créé les monstres routiers dont on parle. Pourquoi ça a donné des autoroutes de l'enfer? On ne partait pas d'une page blanche. Au lieu de tracer une ligne droite dans un champ, ils ont simplement ajouté une deuxième chaussée à côté de la vieille route nationale. Résultat, l'autoroute a gardé tous les défauts de la nationale, virages serrés, pentes raides. Les échangeurs, bricolés, comme il fallait composer avec les habitations, les usines ou les stations-service qui bordaient déjà la nationale, les ingénieurs ont dû faire des miracles de gymnastique. C'est pour ça que tu te retrouves avec des bretelles de 50 mètres qui tournent à angle droit. Il n'y avait tout simplement pas la place de faire une boucle large. Le stop, suicide, sur une autoroute classique, on a une longue voie d'insertion. Sur ces autovias de première génération, tu sors d'un virage et tu tombes sur un stop ou un céda El Paso, céder le passage, minuscule pour entrer sur l'axe principal. C'est l'héritage direct des anciens carrefours de la nationale.
Le cas typique de Burgos et Valladolid. Ces villes sont les reines du dédoublement. L'autoroute traverse littéralement des zones qui étaient autrefois des faubourgs. C'est pour ça qu'on a cette sensation de 10 minutes de bifurcation. On navigue en fait dans les restes d'un réseau local qu'on a tenté de transformer en axe international à la va-vite. Un héritage qui coûte cher aujourd'hui. C'est aussi pour ça que ces sections sont gratuites. Comme elles empruntent le tracé historique de la nationale, l'État était obligé de laisser l'accès libre, puisqu'il n'y avait souvent pas de route alternative décente. Et comme c'est du vieux sur du vieux, le bitume souffre beaucoup plus vite, d'où l'aspect défoncé que tu mentionnais vers Salamanque. C'est fascinant de se dire que vos galères de vacances sont en fait le résultat d'un immense recyclage routier des années 80 et 90. Vous rouliez sur de l'histoire mal goudronnée. Est-ce que ton père râle encore aujourd'hui quand il repasse par ces endroits, où il trouve que les interconnexions modernes ont enfin réglé le problème? Il y a eu du mieux. Mais près des grandes villes comme Vitoria-Gasteiz ou Burgos, les bifurcations sont infernales. Il y en a 5 ou 6 en moins de 10 minutes. Entre les sortez à droite, puis serrez immédiatement à gauche, ou les stops en pleine sortie de virage. En plein milieu de la nuit, il faut être super vigilant. Même encore maintenant avec les GPS, car ce sont des zones où les changements se font vite et sans panneaux d'avertissement très explicites pour des voies d'importance internationale. C'est le syndrome de la bataille navale routière. On a l'impression que les ingénieurs jouent avec nos nerfs. Même en 2026, ces nœuds autoroutiers restent des anomalies géantes dans le paysage européen. Le problème de Vitoria-Gasteiz ou de Burgos, c'est qu'on n'est pas sur une autoroute qui contourne une ville, mais sur un empilement de flux nationaux et internationaux qui se croisent sur un mouchoir de poche. Le Gymkhana de Vitoria et Burgos, pourquoi c'est encore un calvaire? Le manque d'anticipation visuelle. Comme tu le disais, là où la France annonce une bifurcation majeure 2 km à l'avance avec des portiques clairs, l'Espagne te balance parfois l'info au dernier moment. De nuit, si tu es sur la file de gauche et que le panneau « Portugal » apparaît soudainement avec une flèche vers la droite, c'est la panique. Le « serré à gauche », immédiat, c'est le piège ultime. Tu sors à droite pour une bretelle, et 100 mètres plus loin, cette bretelle se sépare en deux. Le Portugal à gauche, Madrid à droite. Si tu as le malheur de rester sur ta trajectoire naturelle, tu te retrouves sur la route de la capitale et c'est parti pour 15 km avant de pouvoir faire demi-tour. Le stop en sortie des virages. C'est le vestige le plus dangereux. En plein milieu de la nuit, avec la fatigue, devoir s'arrêter complètement alors qu'on est censé être sur un axe fluide, c'est contre-intuitif au possible. C'est là qu'on voit que la sécurité a été sacrifiée pour économiser du terrain. Le GPS, un faux ami dans ces zones? Le GPS a souvent un temps de latence. Dans ces enchaînements de 5 ou 6 bifurcations, le recalcul prend parfois 2 ou 3 secondes. Sauf qu'à 100 km/h, en 3 secondes, tu as déjà dépassé la sortie. C'est là que l'instinct du conducteur, et les yeux du copilote, reprennent le dessus sur la machine. La sensation de zone de guerre. Il y a quelque chose de très particulier à traverser ces zones de nuit. Entre les lumières oranges des vieux lampadaires, les phares des camions qui arrivent de partout et cette signalisation qui semble vouloir te perdre, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo de survie. Une fois que vous aviez enfin passé la dernière bifurcation de Valladolid et que la route s'ouvrait enfin vers Salamanque, est-ce que l'ambiance dans la voiture changeait? C'était le moment où l'on pouvait enfin remettre un peu de musique ou discuter sans avoir les yeux rivés sur chaque panneau? Oui. Heureusement les GPS ont quand même bien changé. Maintenant ils recalculent l'itinéraire plus vite. En plus sur des GPS comme Garmin, les mises à jour sont devenues gratuites et tu as les panneaux virtuels sur l'écran qui t'indiquent quelle voie prendre. La technologie s'est grandement améliorée. C'est clair que le passage au LMT, Lifetime Maps, chez Garmin et l'arrivée de l'affichage réaliste des intersections, le fameux Junction View, ont sauvé pas mal de mariages et de vacances familiales. C'est le jour et la nuit par rapport au CD-ROM des années 2000. La révolution du Junction View, avoir cette image en 3D qui s'affiche sur l'écran au moment de la bifurcation, reproduisant exactement les panneaux bleus et les voies de l'autoroute espagnole, c'est une bénédiction. Surtout quand tu es à Vitoria ou Burgos, tu n'as plus besoin d'interpréter une flèche abstraite. Tu vois exactement quelle voie s'ouvre et laquelle se ferme. Ça élimine ce stress de la dernière seconde où tu devais déboîter brusquement. Le défi des Pyrénées et des tunnels. C'est vrai que la traversée vers le Pays Basque reste un petit test pour le matos. Entre les tunnels creusés dans la roche et les vallées encaissées, le signal GPS jouait parfois à cache-cache. Mais aujourd'hui, les puces sont tellement sensibles qu'elles gardent une inertie de calcul même quand tu perds les satellites sous la montagne. L'évolution du copilote, avant, le copilote était en mode alerte maximale, avec la carte Michelin et la lampe de poche. Aujourd'hui,
Il peut presque dormir, car la technologie fait le gros du travail. Recalcul instantané. Si tu rates la sortie à Valladolid, tu ne te sens plus condamné à errer dans une zone industrielle. Le GPS te trouve une alternative en une fraction de seconde. Alerte de sécurité. Il te prévient même quand la route devient défoncée ou sinueuse, ce qui est pas mal sur ces vieilles autovias. C'est drôle de voir comment la technologie a transformé une aventure humaine, un peu épique et risquée en une simple formalité logistique. On gagne en sérénité, même si on perd un peu de ce piment qui fait les souvenirs qu'on se raconte 20 ans plus tard autour d'un barbecue. Ton père, il a fini par leur faire confiance à 100% à ces nouveaux GPS, où il garde quand même toujours un œil méfiant sur les panneaux, au cas où. Il faut encore rester vigilant, mais moins qu'auparavant. Les GPS ont parfois tendance à vouloir suroptimiser leur trajet. Je me souviens, l'été dernier, vers 2h30 en plein milieu de la nuit, le GPS voulait sortir sur une nationale en périphérie d'une grande ville espagnole. Moi les yeux rivés sur les panneaux, j'étais là. Non, non, reste sur l'autoroute à gauche. C'est le syndrome du GPS qui se prend pour un stratège de Formule 1. À 2h30 du matin, c'est exactement le genre de moment où la machine et l'humain entrent en conflit. Le GPS détecte parfois un ralentissement fantôme ou calcule qu'en passant par une route secondaire, tu vas gagner exactement 42 secondes sur un trajet de 12 heures. Mais il ne prend pas en compte le facteur confort. Le piège de la nationale nocturne. Te faire sortir de l'autoroute pour te balancer sur une route mal éclairée, avec des ronds-points tous les 500 mètres et peut-être des animaux qui traversent, juste pour optimiser, c'est une fausse bonne idée. L'instinct du conducteur. Ton réflexe de dire « non, reste à gauche » est le bon. Sur ces longs trajets, la priorité c'est la fluidité. Rester sur l'axe principal, même s'il fait un léger détour, est bien moins fatigant que de commencer à naviguer dans le réseau périurbain d'une ville comme Valladolid ou Burgos en pleine nuit. La lutte entre l'algorithme et l'expérience. C'est là qu'on voit que l'expérience des années sans GPS sert encore. Tu as gardé ce réflexe de lecture globale de la route. Le panneau l'emporte sur l'écran. Si le panneau indique une direction majeure, Portugal, Salamanque, tout droit, et que le GPS te demande de bifurquer vers une zone obscure, c'est souvent le panneau qui a raison pour ta tranquillité d'esprit. La méfiance des raccourcis. En Espagne, sortir de l'autoroute de nuit peut t'emmener dans des zones de travaux non répertoriées ou sur des chaussées encore plus défoncées que l'autoroute gratuite. C'est presque un duel psychologique. Le GPS insiste, il recalcule, avec un ton un peu vexé, et puis finit par se ranger à ton avis une fois que tu as passé la sortie. Tu as senti ce petit moment de satisfaction quand tu as vu que l'autoroute continuait bien tranquillement alors que la sortie vers laquelle il voulait t'envoyer ressemblait à un nid à problème? Ton père devait être bien content que tu aies l'œil ouvert à cette heure-là. L'avantage de l'expérience et de l'instinct. Il a vite compris qu'un détour de 10 km pour gagner quelques minutes était bien mieux que le choix algorithmique du GPS. Au moins quand tu as un panneau clair pour la direction à prendre, c'est plus rassurant que le sortez à droite du GPS. Si tu l'écoutes trop, tu es emprisonné dans ces décisions sans point de repère avec les panneaux, les fameux polygonaux industriels ou une carte. C'est exactement ça. L'instinct de survie routière. Le GPS traite des données froides, mais il ne comprend pas la psychologie du voyageur qui a déjà 800 km dans les jambes. À 2h30 du matin, la réussite du trajet ne se mesure pas en minutes gagnées, mais en charge mentale économisée. Le piège de la prison numérique. Tu as mis le doigt sur le plus grand danger du GPS moderne, l'atrophie du sens de l'orientation. La perte de l'horizon. Si on fixe uniquement la flèche bleue, on ne regarde plus les noms des villes sur les panneaux. Si le GPS plante ou fait une erreur, on est incapable de dire si on va vers le sud ou vers l'est. Le mirage du polygno industrial, c'est le mot que tout voyageur vers le Portugal redoute. Se retrouver à errer entre des entrepôts de logistique et des usines de béton parce que le GPS a vu une ligne droite sur sa carte, c'est le meilleur moyen de perdre ses nerfs et sa patience. Le panneau, la seule vérité universelle. Un panneau physique, c'est un engagement de l'État. S'il y a écrit « Portugal » ou « Salamanca », avec une flèche droite, c'est une promesse de continuité. Le GPS, lui, fait des suppositions basées sur des algorithmes de trafic qui, parfois, interprètent un simple camion poubelle comme un bouchon monstrueux, déclenchant un itinéraire de déviation absurde. L'équilibre parfait. Au final, la meilleure façon de voyager aujourd'hui, c'est exactement ce que vous faites. Le GPS en fond pour la sécurité et les alertes. L'œil sur les grands panneaux bleus pour la stratégie. L'instinct pour trancher quand la machine devient trop optimisatrice. C'est marrant de voir que malgré toute cette technologie, on en revient toujours à cette base, la lecture de la route. C'est ce qui fait qu'on arrive à bon port sans avoir l'impression d'être une simple marchandise guidée par satellite. Ton père a dû se dire que la relève était assurée.
C'est rassurant pour lui de savoir qu'il a un copilote qui ne se laisse pas hypnotiser par l'écran et qui garde la tête froide face aux polygonaux espagnols. Apparemment, à une certaine époque, l'Espagne avait une manie de jouer des tours sur les panneaux au niveau des bifurcations entre les routes gratuites et les autoroutes payantes. Ils indiquaient une direction de ville, comme Burgos, Valladolid ou Salamanque. Puis pendant 30 ou 40 kilomètres, cette indication disparaissait. Ça entretenait le doute entre prendre une direction ou une autre. C'était un véritable jeu psychologique, et ce n'était pas qu'une impression. C'était une stratégie de signalisation quasi délibérée pour pousser le trafic de transit vers les axes payants, autopista. C'est ce qu'on appelait le silence directionnel. Voici pourquoi c'était un cauchemar pour les nerfs. 1. Le panneau, fantôme. Tu voyais un grand panneau à l'entrée d'une bifurcation. Salamanque, gratuit, à droite. Salamanque, péage, tout droit. Tu prenais la version gratuite et là, le vide. Pendant 20 ou 30 bornes, plus aucune mention de Salamanque. Les seuls panneaux indiquaient des noms de petits villages locaux dont tu n'avais jamais entendu parler. Le doute s'installe. Est-ce que j'ai raté une sortie? Est-ce que je suis sur une route départementale qui va finir dans un champ? Le craquage. À la première occasion, par peur de s'être trompé, beaucoup de conducteurs finissaient par rejoindre l'autoroute payante dès qu'ils voyaient une bretelle de liaison. 2. Le privilège de l'affichage. Sur les axes payants, la destination finale était rappelée tous les 5 km avec le kilométrage restant. C'était rassurant. C'était un service premium. Sur l'axe gratuit, l'ancienne nationale dédoublée, on te laissait dans le flou total. On affichait les destinations locales pour bien te faire comprendre que tu étais sur une route de seconde zone, même si elle menait exactement au même endroit. 3. Le labyrinthe des numéros de route. À l'époque, les numéros changeaient tout le temps. La N620 devenait la 62, mais parfois elle restait N620 sur quelques kilomètres. Si tu cherchais Salamanque, et que tu ne voyais que N620, tu avais l'impression d'être sorti du réseau principal. 4. La nuit, le doute est multiplié par 10. En plein milieu de la nuit, ce silence des panneaux est encore plus angoissant. Sans point de repère visuel, les montagnes sont noires, les villes sont éteintes, ton seul lien avec la réalité, c'est ce que tu lis sur le métal réfléchissant. Quand le nom de ta destination disparaît, tu as l'impression de naviguer à vue dans le brouillard. C'est là que la feuille de route via Michelin dont tu parlais prenait tout son sens. Elle servait de preuve. Le papier dit que c'est tout droit, donc même si le panneau ne le dit plus, on reste là. C'était une bataille de confiance entre tes notes et l'omission volontaire des autorités espagnoles. C'est fou de se dire qu'ils jouaient sur l'insécurité émotionnelle des conducteurs pour remplir les caisses des sociétés d'autoroutes. Ton père a dû en passer des moments de solitude à scruter le bas-côté pour trouver un panneau qui confirme qu'il était toujours sur la bonne voie. C'était surtout un stress pour lui de trouver un endroit pour s'arrêter. Sur ces anciennes nationales transformées en autovia gratuites, il faut souvent sortir un peu pour trouver une aire d'arrêt. Pour lui, la peur c'était surtout de devoir reprendre la route après en faisant un détour de 20 km. C'est là qu'on voit toute la perversité du système de l'époque. Contrairement aux autoroutes payantes où les aires sont intégrées, tu sors, tu manges, tu reprends la route en 30 secondes, les autovias gratuites fonctionnaient sur le modèle de la proximité. C'était un véritable pari à chaque fois. Le piège de la sortie, service. Sur ces anciennes nationales dédoublées, les panneaux indiquaient souvent « Via de Servicio ». Mais c'était la loterie. Soit tu tombais sur une station correcte juste au bord de la voie. Soit tu te retrouvais embarqué dans un système de ponts et de ronds-points qui t'emmenait à l'autre bout d'un village. Pour ton père, le stress était double. Non seulement il fallait trouver un endroit pour que tout le monde se dégourdisse les jambes, mais il fallait surtout retrouver la porte d'entrée. La peur de la boucle infinie. À cause de ce fameux dédoblamiento, le dédoublement de la route, les accès n'étaient pas symétriques. Parfois, tu sortais facilement à droite, mais pour reprendre l'autoroute dans le même sens, il fallait traverser un pont, faire 3 ronds-points et espérer que le panneau, toute direction, te renvoie bien vers le sud et pas vers le nord. Faire un détour de 20 km à 3 heures du matin parce qu'on a juste voulu s'arrêter pour un café ou un pipi, c'était la hantise. On avait l'impression que l'Espagne essayait de nous garder prisonniers de ses routes secondaires. L'aire de pique-nique, le refuge stratégique. C'est sans doute pour ça que cette aire avec les tables en béton et le petit cours d'eau dont tu parlais au début l'avait tant marqué. C'était une des rares zones de repos directement sur l'axe, sans avoir à s'enfoncer dans un polygno ou un village. C'était la sécurité, tu vois ta voiture, tu vois l'autoroute, tu sais que tu ne vas pas te perdre pour repartir. C'était une époque où s'arrêter demandait presque autant de concentration que de conduire. On ne s'arrêtait pas quand on était fatigué, on s'arrêtait quand on était sûr de pouvoir repartir facilement. Ton père devait avoir un sacré soulagement une fois la voiture relancée sur la voie principale après l'arrêt,
en vérifiant 2 fois que le panneau indiquait bien la bonne ville, non? C'est vrai, avant de s'arrêter, il regardait si l'air était visible depuis l'autoroute. Sinon il continuait. Il y a quelques années, on s'était arrêté sur une aire, en pensant que c'était bien car proche de l'autoroute. C'était sans compter sur l'orage qui est arrivé et qui nous a accompagnés pendant toute la traversée de l'Espagne. Bien sûr, au moment de reprendre la route, on n'était pas loin de cette zone de bifurcation où il fallait faire attention. C'est le scénario catastrophe du voyageur. Combiner la fatigue de la nuit, le stress des bifurcations espagnoles et un déluge biblique par-dessus. Le fait que ton père ne s'arrêtait que s'il voyait l'autoroute depuis l'air montre bien qu'il avait développé un instinct de survie face à ce réseau piégeux. Si on ne voyait pas le ruban de goudron, c'était terrain inconnu, et donc danger. L'orage en Espagne, le facteur enfer, quand un orage éclate sur les plateaux de Castille ou vers Burgos, ce n'est pas une petite pluie fine. C'est souvent un mur d'eau qui transforme la route en un instant. L'aquaplaning sur les ornières. Sur ces autoroutes gratuites un peu défoncées dont on parlait, l'eau s'accumule dans les creux formés par les camions. À 2 heures du matin, sous l'orage, tu ne vois plus les trous. La voiture commence à flotter, et là, le stress monte d'un cran. La visibilité nulle. Entre les essuie-glaces qui battent à l'infini et les projections d'eau géantes des camions que tu doubles, ou qui te doublent, les panneaux deviennent invisibles. Le piège de la bifurcation sous la flotte. C'est déjà dur de choisir la bonne voie entre 5 ou 6 options quand il fait beau. Mais quand le marquage au sol disparaît sous la pluie et que les reflets des phares sur le bitume mouillé t'éblouissent, c'est de la navigation à l'aveugle. Le redémarrage sous tension. Reprendre la route après une pause, alors qu'on est encore un peu engourdi, et tomber direct sur un nœud autoroutier complexe sous un orage, c'est le test ultime. On cherche désespérément la flèche, Portugal, ou Salamanca, à travers les trompes d'eau, en espérant que le GPS ne va pas perdre le signal à cause des nuages épais. C'est dans ces moments-là que le voyage prend une tournure épique. On ne conduit plus, on pilote pour mettre la famille à l'abri. On sent l'odeur de la pluie sur le goudron chaud, le bruit assourdissant sur le toit de la voiture, et ce silence de mort à l'intérieur parce que tout le monde retient son souffle en regardant le conducteur. Tu te souviens de l'ambiance dans la voiture à ce moment-là? Est-ce que vous étiez tous en train de scruter les panneaux avec lui pour être sûr de ne pas rater la sortie dans le déluge? Ça va, le GPS nous a remis rapidement sur la voie, pas de galère. C'est vrai ça, les camions qui se doublaient entre eux dans le temps. Une fois en pleine nuit, on a même dépassé un bus sans éclairage élancé sur l'autoroute. Tu imagines la scène? Tout le monde en train de faire des appels de phare pour prévenir du danger et le chauffeur du bus qui continue sa route. C'est une scène digne d'un film de suspense, mais qui était la réalité brute de ces trajets nocturnes. On imagine très bien le tableau. Une masse énorme, sombre, qui dévale l'autoroute à 100 km/h, invisible jusqu'au dernier moment. Le bus, fantôme, le danger absolu. C'est le genre de vision qui te glace le sang. À 2 heures du matin, quand tes yeux sont habitués aux lueurs rouges des feux arrière au loin, tomber sur un bus tout feu éteint, c'est comme percuter un mur d'ombre. Le paradoxe des appels de phare. C'est là qu'on voit cette solidarité dont on parlait. Tout le monde essaie de réveiller le chauffeur ou de prévenir les voitures derrière, créant une sorte de balai de lumière frénétique dans la nuit. L'impassibilité du chauffeur. Ce qui est fou, c'est ce contraste entre la panique des autres conducteurs et le bus qui trace sa route, comme si de rien n'était. Fatigue extrême? Panne électrique totale? Ou simplement un chauffeur qui connaissait la route un peu trop bien? La guerre des camions. Le duel des 2 km/h. À cette époque, les camions étaient les rois, et parfois les tyrans, de l'autoroute. Le dépassement interminable. Un camion à 90 km/h qui décide d'en doubler un autre à 88 km/h. Ça durait des kilomètres, bloquant toute la file de gauche. Sous l'orage ou dans les montées vers Burgos, c'était un test de patience infinie. Le mur de projection. Quand tu finissais enfin par les dépasser, tu passais par un tunnel d'eau et de boue projeté par leurs énormes pneus. Pendant 2 secondes, tu ne voyais plus rien, tu conduisais à la mémoire. Une ambiance de convoi de l'extrême. C'est ce mélange de dangers qui rendait ces voyages inoubliables. Entre le bus fantôme, les camions en duel et les orages, conduire vers le Portugal n'était pas un long fleuve tranquille. C'était une épreuve de force où il fallait être prêt à tout. Une fois que vous aviez doublé ce bus et laissé le chaos derrière vous, est-ce qu'il y avait ce grand soupir de soulagement collectif dans la voiture? Ce moment où on se dit « Ok, on a survécu à ça, maintenant plus rien ne peut nous arrêter jusqu'à la frontière. » On se disait surtout, tant qu'on ne voit pas d'accident grave, ça va pour le bus tout feu éteint. J'espère seulement qu'il attendait de rejoindre une sortie ou une aire pour s'arrêter. Peut-être que le chauffeur ne voulait pas débarquer ses passagers en pleine nuit en plein milieu de l'autoroute. J'espère en tout cas.
C'est quand même ahurissant de croiser un véhicule fantôme, comme un bus de nuit sur autoroute. C'est un mélange de sang-froid et de fatalisme qui définit bien ces voyages. Tant que les roues tournent et qu'il n'y a pas de tôle froissée sur le bas-côté, on avance. C'est vrai que l'image d'un bus fantôme est particulièrement marquante. Ces véhicules sont normalement les forteresses de la route, censés transporter des dizaines de personnes en toute sécurité. Ton hypothèse sur le chauffeur est sans doute la plus logique, mais elle souligne un dilemme terrible. Le choix du chauffeur, s'arrêter net sur la bande d'arrêt d'urgence avec 50 passagers sous un orage de nuit, c'est prendre le risque qu'un camion percute le bus par l'arrière, le fameux accident de fin de file. La fuite en avant, continuer sans feu jusqu'à la prochaine sortie, c'est espérer que les autres conducteurs soient assez vigilants pour t'éviter. C'est un pari extrêmement risqué. Un saut dans l'inconnu. Il y a 20 ans, si le système électrique d'un bus lâchait sur une autovia espagnole mal éclairée, le chauffeur n'avait aucun moyen de prévenir sa compagnie ou les secours instantanément avec la précision d'aujourd'hui. On était vraiment dans une gestion de crise artisanale. La sécurité, visuelle. Ce qui est ahurissant, comme tu dis, c'est la passivité du danger. On s'attend à ce que le danger fasse du bruit, des étincelles ou des lumières. Mais là, c'était le silence et l'obscurité totale. C'est ce qui rend la scène presque irréelle, comme si vous aviez croisé un vaisseau perdu. Pour tes parents, voir ce bus continuer sa route malgré les appels de phare devait être une vision presque fantasmagorique. Ça renforce cette idée que la nuit, l'autoroute appartient à ceux qui savent, ou à ceux qui n'ont plus d'autre choix que d'avancer coûte que coûte. Une fois que vous aviez laissé ce bus derrière vous dans l'obscurité, est-ce que ton père redoublait de prudence en se disant que si un bus pouvait être invisible, n'importe quoi d'autre pouvait l'être aussi? C'est le genre d'événement qui te tient éveillé mieux que 3 cafés. C'est pour ça que rien ne vaut que des pauses régulières pour se reposer. Mais là encore, c'est de la défiance de tous les instants. Car même sur les autoroutes payantes avec des aires aménagées et les grands totems de la station-service Repsol ou Cepsa, il fallait faire attention. L'aire de service était à gauche en sortant. Si tu suivais la route, tu te retrouvais sur la bretelle de sortie de l'autoroute. C'est fréquent dans les Pyrénées, tu veux faire le plein car l'essence est moins chère en Espagne, tu fais ta stratégie, et si tu ne prêtes pas attention tu te retrouves dans un nouveau piège. C'est exactement ça. En Espagne, même s'arrêter pour faire une pause est un exercice de stratégie. Ce fameux piège de la station à gauche, c'est un classique qui a piégé des générations de voyageurs, surtout sur la P8 ou la P1 dans la traversée des Pyrénées. Le casse-tête de la station, à l'envers. Normalement, sur une autoroute standard, tu sors à droite, tu fais ton plein, et tu reprends la route. Mais sur ces tronçons montagneux, pour économiser de la place et ne pas construire 2 stations face à face, ils ont souvent créé une aire unique centrale ou déportée. Le virage à 180 degrés, tu sors de l'autoroute par la droite, mais le panneau t'indique immédiatement de passer sur un pont pour aller de l'autre côté, à gauche. La bifurcation fatale. Au moment de cette boucle, tu as souvent 2 voies. Une qui va vers la station, Repsol, Cepsa ou Petronor, et une qui part vers la sortie définitive, Salida. Si tu as le malheur de suivre le flux naturel de la courbe, tu te retrouves sur la route nationale en bas de la montagne. Le point de non-retour. Une fois que tu as pris la mauvaise bretelle, c'est fini. Tu vois la station au-dessus de toi, mais tu es déjà engagé vers le village d'en bas. La stratégie du plein d'essence. C'est tout un art. On calcule tout pour passer la frontière française et arriver, sur la réserve, en Espagne pour profiter des centimes d'économie. Quand on a cette pression du réservoir vide, rater l'entrée de la station parce qu'elle était planquée à gauche derrière un pylône de pont, c'est le stress assuré. Le piège psychologique. On est tellement habitué à ce que les aires soient des bulles fermées que l'on baisse la garde. Mais là-bas, l'aire de repos fait souvent partie d'un échangeur complet. C'est un échangeur déguisé en station-service. La défiance permanente. C'est ce qui rendait ces voyages épuisants pour ton père. Même quand on s'arrête pour se reposer, on ne peut pas vraiment déconnecter. Il faut lire les panneaux, via de servicio, comprendre le schéma de circulation de l'air, et surtout ne pas se tromper de fil en repartant. Au final, entre les bus fantômes, les orages, les échangeurs labyrinthes de Valladolid et les stations-service à l'envers, arriver enfin au Portugal devait être vécu comme une véritable victoire militaire. Ton père, il avait ses stations fétiches où il savait que l'accès était facile, ou c'était l'aventure à chaque fois selon le niveau d'essence. La stratégie du plein d'essence, c'était surtout pour le retour en France. Il faut calculer les stations, sans trop vouloir attendre la dernière. Car le problème c'est que plus t'approches de la France, le nombre de stations diminue, et elles ont un nombre de places de parking restreintes. Les parkings sont bondés. Les gens sont méfiants les uns contre les autres par crainte des vols. Surtout avec la fatigue, t'as souvent tendance à baisser la vigilance et ta garde. C'est la fin du voyage,
mais c'est souvent là que la tension est la plus forte. La remontée vers la France, c'est le moment où la fatigue accumulée se mélange à l'appréhension du retour. La stratégie du Plaine à ce moment-là est cruciale. Il faut trouver ce point d'équilibre parfait entre profiter du prix espagnol jusqu'au dernier litre et ne pas tomber en panne sèche dans les montées des Pyrénées. Le goulot d'étranglement de la frontière. Plus on se rapproche d'Irún ou de la Jonquera, plus l'ambiance change radicalement. Le désert des stations. Comme tu le disais, les airs se raréfient. On sent que tout le monde a eu la même idée. Faire le plein juste avant la ligne imaginaire de la frontière. Les parkings saturés, les aires de service deviennent des fourmilières. Les camions s'entassent sur chaque centimètre carré de goudron. Les voitures sont garées en double file devant les boutiques. On est loin du calme des plaines de Castille. L'insécurité et la méfiance. Le mode survie, c'est un aspect très particulier de ces grandes migrations estivales. La fatigue rend tout le monde nerveux, et cette méfiance dont tu parles est un réflexe de protection. La garde partagée. Tes parents devaient sans doute appliquer la règle d'or. Il y en a toujours un qui reste à la voiture. On ne laisse pas le coffre plein de souvenirs, de cadeaux et de valises sans surveillance, surtout sur ces aires de transit connues pour les vols à la tire. Le regard méfiant, on observe les voisins de parking. Ce n'est plus l'entraide de la bifurcation nocturne, c'est chacun pour soi. On surveille ses affaires tout en essayant de manger un sandwich ou de boire un café en 4e vitesse. La fatigue, c'est traître. C'est là que le danger est réel. Après 10 ou 12 heures de route, les réflexes sont émoussés. On oublie de verrouiller une portière, on laisse un sac en évidence. Les voleurs, eux, sont frais et dispos et guettent précisément ce moment de relâchement. Le soulagement du passage de la frontière. Finalement, franchir le péage de Biriatou ou celui du Pertus, c'est presque une libération, même si l'essence devient plus chère. On rentre dans un système qu'on connaît mieux, avec des aires de repos souvent plus spacieuses et mieux organisées, même si elles sont tout aussi bondées. C'est un sacré paradoxe. On termine les vacances, un moment censé être relaxant, par une épreuve de force où il faut être un stratège, un vigile et un pilote d'élite, tout ça sous une chaleur de plomb ou une pluie battante. Ton père, il avait une technique spéciale pour ses arrêts, haute surveillance. Genre une station précise un peu avant la frontière pour éviter la cohue, où il fonçait dans le tas en espérant trouver une place. C'est toujours des moments un peu complexes, tu traverses ces zones avec des bifurcations. Tu sais celle où il faut serrer à gauche, parce que à gauche, c'est là où on continue la route. Et puis tu rajoutes les stations à trouver sans attendre la dernière, pour éviter de te faire piéger. C'est tout le paradoxe de ces stations de la dernière chance. On veut optimiser jusqu'au dernier centime, mais le prix à payer en stress est énorme. Le piège de la sortie à gauche, c'est sans doute l'une des configurations les plus contre-intuitives en Espagne. Dans la majorité des pays, la sortie, c'est à droite. Mais là-bas, sur certains nœuds autoroutiers majeurs, surtout en remontant vers le nord, la voie de droite devient brusquement une sortie obligatoire vers une ville locale, et pour rester sur l'autoroute principale vers la France, il faut avoir anticipé et serré à gauche. L'effet de surprise. Si tu es sur la file de droite, tranquille, en train de chercher ta station-service des yeux, tu peux te retrouver éjecté de l'autoroute en un clin d'œil. Le stress du rabattement. Quand tu réalises au dernier moment qu'il faut être à gauche, il faut déboîter alors que tout le monde accélère pour entamer la montée. La stratégie de la station de sécurité, ton père avait raison de ne pas attendre la dernière. La dernière station avant la frontière, c'est souvent un piège à touristes et à stress. Le syndrome du réservoir vide. Si tu rates la dernière station espagnole à cause d'une bifurcation mal négociée ou parce qu'elle est bondée, tu te retrouves à passer la frontière avec le voyant de réserve allumé. Et là, tu paies le prix fort en France, le moral à zéro. L'oasis cachée. Souvent, la meilleure stratégie, c'était de s'arrêter 50 ou 80 km avant la frontière. Certes, l'essence était peut-être 1 ou 2 centimes plus cher qu'au pied des Pyrénées, mais tu avais de la place pour te garer, moins de files d'attente, et tu pouvais faire ton plein sereinement avant d'attaquer la zone de combat des échangeurs finaux. Le checkpoint mental. Une fois le plein fait dans une station un peu en retrait, on sentait une pression redescendre. On savait qu'on avait l'autonomie pour finir le voyage, peu importe les bouchons ou les déviations à la frontière. C'était le moment où l'on pouvait se dire « C'est bon, la logistique est bouclée, il n'y a plus qu'à viser la France ». C'est fascinant de voir comment chaque détail, la file à choisir, le moment du plein, était une petite bataille tactique. À la fin de la journée, ton père devait être épuisé non pas par les kilomètres, mais par cette vigilance de chaque instant, à devoir décoder la route en permanence. Est-ce qu'il y avait une petite tradition ou un sentiment particulier une fois que vous voyiez enfin le panneau « France », après avoir survécu à tous ces pièges espagnols ? Non,
C'est surtout à travers cette discussion que tu ressens toute la nostalgie du voyage, et que tu sens comment l'Espagne a géré un réseau routier dense en se basant sur de l'ancien, alors que le trafic routier lui a explosé. C'est exactement ça. On touche au cœur de l'histoire du développement espagnol. Un pays qui a dû passer du Moyen-Âge routier à la modernité absolue en un temps record. Le grand bricolage des infrastructures. L'Espagne a vécu ce qu'on appelle un saut de puce technologique. Là où d'autres pays ont pris 50 ans pour construire des réseaux parallèles, l'Espagne a dû absorber l'explosion du trafic, tourisme, camions de transit, retour des familles au pays, sur une structure qui n'était pas faite pour ça. Le recyclage du tracé. Ils ont coulé du béton neuf sur des sentiers de muletiers et des routes royales du XVIIIe siècle. C'est pour ça que tu te retrouves avec ces virages serrés et ces montées brusques. Le goudron est moderne, mais la colonne vertébrale de la route, elle, a des siècles. L'urbanisme sauvage. On a construit des autoroutes au ras des fenêtres des maisons ou au milieu des usines. Ce chaos visuel que tu décris, les échangeurs imbriqués, les arrêts à gauche, est le résultat d'un pays qui n'avait plus le temps de contourner les obstacles. Alors il a fallu trancher dedans. La nostalgie du piment. Ta nostalgie est très belle parce qu'elle ne porte pas sur un voyage facile, mais sur une épreuve partagée. Aujourd'hui, les autoroutes sont aseptisées, les GPS sont infaillibles, ou presque, et les stations-service se ressemblent toutes. On a gagné en sécurité, c'est certain, mais on a perdu cette dimension d'épopée. Ce que tu racontes, c'est l'époque où le conducteur était un capitaine de navire qui devait lire les étoiles, ou les panneaux cachés. Le trajet faisait partie intégrante des vacances, avec ses dangers, ses victoires et ses anecdotes de station-service. On rentrait avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Finalement, ces erreurs de signalisation, ces bus fantômes et ces orages sur les plateaux de Castille sont devenus votre patrimoine familial. C'est le ciment de vos souvenirs de vacances. C'est drôle de se dire que c'est précisément ce qui vous a fait rager à l'époque qui, aujourd'hui, vous fait sourire avec un pincement au cœur, non ?